Voilà, bonsoir tout le monde. Donc, en tant que professeur ici à la HESSO Valais et en tant que responsable de cette formation master, je vais essayer en quelques minutes de vous parler de ces nouvelles tendances de l'innovation. Finalement, quand on parle d'innovation, de quoi parle-t-on? On a beaucoup de termes qui peuvent être associés à l'innovation. On a une profusion de concepts. Certains vont y voir de la technologie, d'autres vont y voir de la création de valeur, d'autres vont y voir des avantages compétitifs. Donc, mon idée, c'est en quelques minutes d'essayer d'y voir plus clair dans tous ces concepts liés à l'innovation. Donc, pour cela, on est en train d'essayer d'établir un modèle, on l'a appelé pour l'instant boussole de l'innovation, pour essayer de voir finalement quels sont les champs de force qui vont influencer votre modèle d'affaires. Finalement, au cœur de chaque entreprise, de la performance d'une entreprise, c'est la logique de vos affaires, c'est comment faire de l'argent, comment être en relation avec ses clients, comment trouver des nouveaux marchés. Et pour l'instant, on a essayé de s'arrêter à un modèle avec 4 champs de force et je vais essayer de vous illustrer les tendances sur ces 4 champs de force qui vont influencer votre modèle d'affaires et votre performance. Alors, le premier champ de force, c'est souvent une question qui a été un petit peu abordée déjà avant par Paul-André. On dit souvent, est-ce que l'innovation est technologique ou est-ce qu'elle est liée au marché? Alors souvent, ce n'est pas une question d'orientation, des fois on parle même de question de religion, mais je dirais qu'au-delà de cette tension qu'il peut y avoir, il est clair qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut plus faire de la technologie pour la technologie, ça coûte très cher, c'est très risqué, donc on doit vraiment être orienté sur le marché. Mais là, si on prend un exemple pour illustrer, partons d'un besoin, le transport. On a tous besoin d'une voiture ou en tout cas, on peut parler d'un service qui serait le transport. Ici, tout près de chez nous, on a Novelis Fusion, c'est typiquement un gros investissement technologique, de la R&D, des brevets déposés et des gros investissements. On approche les 100 millions d'investissements, donc là, une grosse prise de risque technologique. Mais de l'autre côté, on a un marché, par exemple le marché de l'automobile, qui a des nouveaux besoins, des voitures plus légères, des voitures qui consomment moins. Et là, typiquement, le technology push et le market pool se rejoignent pour mettre à disposition des clients des nouvelles technologies et surtout répondre à leurs besoins, des voitures plus sûres et moins polluantes. Maintenant, si je change les besoins du marché, si je reste sur le transport, mais au lieu de vous mettre transport voiture, je mets transport, je me déplace, on va arriver vers un autre type d'innovation où là, alors, on se déplace très fortement vers le marché et vers la société. Une tendance actuelle sur cet axe, c'est de dire qu'on aurait des besoins qui vont au-delà des besoins clients, des besoins marchés, c'est quasiment des besoins sociétaux. Par exemple, l'économie de la fonctionnalité dit ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir une voiture et de l'utiliser. Ce qui est important, c'est je me déplace. Donc, comment innover pour arriver à cette fonction? Bien sûr, là derrière, il y a des concepts de développement durable, mais l'éthique et le développement durable sont des facteurs d'innovation. Et Mobility, qui est une entreprise suisse qui cartonne maintenant depuis 5 ans, est vraiment sur cette vague d'innover vraiment en lien avec des besoins du marché sans forcément aller chercher des innovations technologiques. Donc, l'économie de la fonctionnalité, on peut partir de je me déplace, je me nourris, je m'habille, je me divertis, et on a toutes sortes d'innovations qui peuvent émerger, et il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui sur ce secteur. Deuxième champ de force, là c'est une question plus stratégique. Souvent on se dit l'innovation, est-ce que je me lance, j'ai une idée mais je suis le premier sur le marché, est-ce que je suis un bon suiveur ou est-ce que je suis un premier rentrant sur le marché? Alors là, pour illustrer qu'il n'y a pas de règle valable, en 1993, une certaine entreprise Apple lançait Newton, qui était un des premiers PDA. Personne n'a vraiment entendu ou se souvient peut-être de ce Newton, puisque ça a été un flop, ils ont dû le retirer. Donc ici, la prise de risque du nouveau entrant n'a pas payé. Et puis, c'est d'autres, des Palm, des BlackBerry, qui ont été des suiveurs, qui sont arrivés un peu plus tard, qui ont pu profiter de la mauvaise expérience à l'époque d'Apple pour dire finalement, laissons faire les autres, laissons les autres, si ça marche, de toute façon on peut toujours suivre, s'ils se cassent la figure, c'est encore mieux. Donc, stratégie, est-ce qu'on rentre en premier? Mais le pied de nez à l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Finalement, Apple, 15 ans plus tard, a adopté une stratégie complètement différente. Finalement, l'iPhone, c'est rien qu'une stratégie de meilleur suiveur. Ils ont laissé venir la vague du 3G, ils ont laissé venir la vague de la convergence entre la téléphonie, entre les PDA et le web mobile, et ils arrivent avec un produit aujourd'hui qui fait un carton, c'est le iPhone. Donc,
c'est toujours difficile, c'est de la stratégie, et dans la stratégie, il y a des choses des fois qui ne s'expliquent pas. Ça peut marcher à un moment donné, ça ne marche pas à un autre moment donné, c'est comme les jeux d'échecs, il est toujours difficile de prévoir le bon coup au bon moment. Donc là, c'est une tension importante, un champ de force important, il faut faire un choix stratégique, être le premier ou plutôt laisser les autres avancer. Un autre champ de force qui est important, aujourd'hui on a la tendance au bleu. Alors pourquoi on parle de cet axe entre le rouge et le bleu? Puisqu'il y a un livre qui a été publié en 2005 qui s'appelle « Les stratégies d'océan bleu ». Donc ce nouveau champ de force est devenu très populaire. On dit finalement, mais comment on peut aujourd'hui s'en sortir? Si je suis dans un océan rouge, ce serait vraiment la lutte ouverte. On est dans un espace hyper concurrentiel, des luttes de prix, des guerres de prix qui peuvent être parfois sanglantes. J'ai illustré ici avec le marché des télécoms où on a vraiment ce qu'on appelle un océan rouge, illustré notamment par des guerres de prix. De l'autre côté, le cœur ici de cet axe, c'est que pour rester performant, il faut se faire une réflexion de fond sur la proposition de valeur. Et cette proposition de valeur, ces propositions de valeur, il faut en trouver des nouvelles et peut-être aller chercher des océans bleus. En fait, c'est des espaces stratégiques où les autres ne sont pas. Donc il faut s'écarter de ces océans rouges sanglants pour aller vers des océans bleus. Alors facile à dire, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme océan bleu dans ce secteur des telcos? Eh bien, on pourrait prendre Blue Wind Tiwi. Swisscom, en plus Blue Wind Tiwi, océan bleu, c'est un joli hasard, mais finalement Swisscom aujourd'hui essaye, et là ils ont aussi une stratégie de premier entrant, de dire il faut qu'on génère d'autres propositions de valeur pour nos clients et on va prendre le risque d'aller générer des revenus, d'être performant sur des nouvelles propositions de valeur pour nos clients. Quatrième champ de force, et je vais terminer donc sur ce quatrième champ de force, dans les tendances actuelles de l'innovation, une grosse tendance, c'est ce qu'on appelle l'open innovation. Alors pourquoi aujourd'hui tout le monde parle un peu de cette open innovation, alors que finalement ce n'est pas si récent que ça, mais à l'origine, à l'extrême, si on prend l'espace du temps, on disait l'innovation c'était quand même très fortement caractérisé par des laboratoires, des labos fermés où on avait une approche du secret, du brevet. Et puis aujourd'hui, à l'autre extrême, on a des communautés du Web 2. Entre deux, on a eu le phénomène open source, où on a tendance aujourd'hui à externaliser l'innovation et dire finalement tout est ouvert, tout le monde peut contribuer. Le portail iPhone est un exemple extraordinaire aussi d'open innovation, où tout le monde finalement peut développer des applications pour l'iPhone. Donc on est passé un petit peu d'une extrême à l'autre, on va dire en 30 ans, entre des laboratoires très fermés et très protégés et une philosophie extrême qui est très ouverte. Maintenant, entre deux, il y a des modèles intermédiaires. L'open innovation commence à partir du moment où une entreprise ouvre ses laboratoires ou fait un projet CTI avec la HEC Sauvalet. On est déjà dans l'open innovation. On peut aussi aller racheter des entreprises, racheter des brevets. On ouvre déjà son entreprise. Donc, finalement, ce phénomène du crowdsourcing qui est un peu à la mode aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cette tendance de l'entreprise d'aller faire du crowdsourcing? Alors finalement, le crowdsourcing, c'est une manière d'externaliser l'innovation. On peut faire du crowdsourcing aussi ailleurs. On peut externaliser de la publicité. Mais on l'utilise notamment pour externaliser l'innovation et aller chercher des idées, aller chercher des résolutions de problèmes dans des communautés. Alors ces communautés peuvent être ciblées, ça peut être les fans de Lego, ça peut être des communautés généralistes, des communautés toute la planète web, des communautés sur Facebook. Et au bout du compte, si on prend le cas de Google, ils utilisent souvent le crowdsourcing pour générer de l'innovation. Ils vont faire appel aux meilleurs scientifiques du monde. Et les gens qui gagnent, derrière, souvent, il y a des gros enjeux. Ça peut être des primes de 1 000 francs, mais des fois, c'est des primes qui vont jusqu'à 250 000 francs. Donc, on essaie d'aller gagner du temps, réduire les coûts, en externalisant vers l'extérieur des résolutions de problèmes et chercher de l'innovation, en disant, finalement, si je fais travailler tous les cerveaux de la planète entière de manière simultanée, ça va aller plus vite que si j'ai 10 personnes dans un laboratoire fermé. Alors, je vais terminer par un exemple concret. Ça, c'est une entreprise suisse avec laquelle on coopère, donc au niveau de l'Institut Économie et Tourisme, qui a développé une plateforme qui met en relation des innovateurs, une communauté d'innovateurs et n'importe quelle PME qui voudrait utiliser cette communauté d'innovateurs. Donc, sur cette plateforme, vous pouvez, par exemple, publier un challenge. Ici, c'est l'EMPA de Saint-Gall qui actuellement utilise cette plateforme et qui a lancé un challenge à la communauté des innovateurs et qui dit, voilà, quel sera le lit du futur. On pourrait très bien avoir demain lancé un challenge, quelle sera la formation du futur? La HEC Sauvalet s'intéresse et dit tiens, il nous faut innover en matière de formation. Comment sera demain la formation du futur? Et
Là, rien que sur un challenge comme ça, vous avez 400 idées qui ont été répertoriées. Ces idées peuvent être ensuite évaluées par la communauté, par des spécialistes, et ensuite on va au prototypage de l'idée et développer des premiers concepts. Donc, pourquoi j'ai terminé par ce champ de force sur cette tendance entre l'innovation fermée et l'innovation ouverte? C'est un secteur sur lequel, ici je termine en tant que chercheur au niveau de l'Institut Économie et Tourisme, ici à la HEC Sauvalet. On travaille actuellement sur 3 niveaux. On a un projet CTI qui est en cours justement avec Atiso et l'Université de Saint-Gall et les THZ, où on essaie de voir quel est vraiment le potentiel, notamment du crowdsourcing dans l'innovation, sur des secteurs comme la banque, assurance et le tourisme. Donc là, s'il y a des entreprises du tourisme, on cherche toujours des partenaires qui pourraient nous rejoindre sur ce projet pilote. On a aussi développé avec Atiso des possibilités de workshop sur une demi-journée ou des prestations de mandats sur mesure pour vraiment faire un processus d'open innovation à la demande avec une PME. Donc là, je reste à disposition si vous avez des questions pour ces projets de recherche ou ces projets de workshop. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que vous n'avez pas perdu le nord ou vous n'êtes pas complètement perdu avec cette boussole. Ce qu'a oublié de dire Blaise, c'est que toutes les présentations vous sont mises à disposition en format PDF en principe dès demain ou au plus tard en fin de journée. Donc là, si ça a été un petit peu vite, si vous voulez revoir ces champs de force et la manière sur laquelle ils peuvent influencer votre modèle d'affaires et votre performance, vous avez tous ces documents à disposition et vous pouvez toujours nous contacter au niveau de l'Institut pour en savoir plus. Voilà, merci pour votre attention et à tout à l'heure.